3 avril 1938. L'Allemagne nazie organise un match de football contre l'Autriche envahie. Le match doit se terminer sur le score de 0-0, signe de paix entre les deux peuples. Matthias Sindelar n'est pas de cet avis-là. Il marquera le premier but de la rencontre et ira célébrer son but, au nez et à la barbe des dignitaires nazis. C'est fait, les Bleus sont champions du monde! Les Bleus sont champions du monde pour la deuxième fois dans l'histoire du football français! L'Union Nationale, mais Marseille KO! Gol, gol, gol! Gol de Cristiano! Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Enfin, le plus tard possible, mais on peut. Matthias Sindelar naît le 10 février 1903, dans l'actuelle ville de Kozlov, située en République tchèque. Il voit le jour au sein d'une famille pauvre, d'un père maçon et d'une mère lavandière. Ses parents décident de déménager à Vienne en 1905, dans le quartier de Favoriten, où vivent de nombreux expatriés tchèques et hongrois. Quartier défavorisé, au sud de Vienne, qui verra naître les premiers touchés de balle du jeune Sindelar. Étant bambin, sa famille n'a même pas assez d'argent pour lui acheter une paire de chaussures de football. Il prendra les rênes de la famille lors de la disparition de son père au front durant la Première Guerre mondiale. Pour faire vivre cette famille, le petit Matthias Sindelar devient alors apprenti mécanicien, puis gagne sa vie en étant recruté par le club du Hertha Vienne en 1918. C'est pendant sa formation, au sein de ce club, qu'apparaît son premier surnom, Der Papier, l'homme de papier, dû à son visage de bambin et son physique maigrichon, environ 1m75 pour un poids de 60 kg. Il compense alors un corps frêle et peu avantageux physiquement par une très grande qualité technique de dribble et d'esquive de ses adversaires balle au pied. Après une grave blessure au genou, une opération du ménisque et un licenciement du Hertha Vienne en 1924 à cause de graves problèmes économiques, il rebondit dans le club du médecin qui l'a conseillé de se faire opérer, l'Austria Vienne, club alors appelé à l'époque Wiener Amateur, et qui est alors champion d'Autriche en titre. C'est alors la révélation au sein du club qu'il ne quittera jamais jusqu'à la fin de sa carrière, mais aussi une révélation au sein d'une nation tout entière à laquelle il sera fidèle jusqu'à son dernier souffle. Au total, il portera le maillot violet de l'Austria plus de 700 fois pour environ 600 buts. C'est dans ce club qu'il fera connaître ses talents de dribbleur, très doué techniquement, qui ne rate pas une occasion devant le but et qui est doté d'une capacité exceptionnelle à effacer ses adversaires en un contre un. Il remplira son armoire à trophées en devenant double champion national avec l'Austria, mais également sextuple vainqueur de la Coupe d'Autriche. Automne 1926. C'est à cette époque qu'il connaît ses premiers matchs avec le maillot de la sélection nationale sur le dos. Des débuts très alléchants, puisqu'il inscrit 4 buts en 3 matchs. Après une période d'absence au sein de la sélection autrichienne, il revient en force en mai 1931 lors d'une rencontre contre l'Écosse. L'équipe autrichienne, positionnée alors en 2-3-5, système tactique très courant pour l'époque, ne fera qu'une bouchée de l'équipe écossaise. Victoire 5-0. Humiliation à domicile pour les joueurs écossais, devant plus de 60 000 spectateurs ébahis. 8 jours plus tard, l'Autriche écrasera l'Allemagne à Berlin sur le score de 6-0. C'est à la suite de ce match que la sélection gagne son surnom légendaire de Wunderteam. C'est également le début d'une des plus belles périodes de l'histoire de la sélection d'Autriche. Le chef d'orchestre, le sélectionneur Hugo Meisel. Sous ses ordres, l'équipe va enchaîner une série de 14 matchs consécutifs sans défaite. Mais la plus belle partition revient incontestablement à Matthias Sindelar durant la très large victoire face à la Hongrie, 8-2. Rencontre durant laquelle Sindelar ne fera aucune fausse note en inscrivant un triplé durant la première demi-heure, puis en effectuant 5 passes décisives durant le reste de la rencontre. Ce joueur est complet. Non seulement il marque, mais il sait faire sublimer une équipe à part entière, simplement grâce à ses talents de maestro sur un terrain. Le virtuose du ballon rond gagne alors son surnom le plus connu, le Mozart du football. Leur belle série prend fin le 7 décembre 1932, suite à une défaite 4-3
en terrain anglais. Pourtant, malgré cette défaite, les joueurs sont acclamés à leur retour. C'est la première fois dans l'histoire qu'une équipe non britannique arrive à marquer plus d'un but aux Anglais sur leur pelouse. Entre 1931 et avril 1934, l'Autriche ne concède seulement que 2 défaites, toutes sur la plus petite des marges. La sélection attaque ensuite les tours préliminaires de la Coupe du Monde 1934. Elle tombe dans la poule de la Hongrie et de la Bulgarie. 3 équipes pour 2 places. Après une facile victoire de la Hongrie, 4-1 en Bulgarie, l'Autriche écrase cette même Bulgarie sur le score de 6-1. Au 3e match de cette compétition, les Hongrois battent de nouveau les joueurs bulgares, toujours sur un score de 4-1. Quasiment éliminée, la Bulgarie abandonne ses éliminatoires, ce qui laisse les 2 places qualificatives à la Hongrie et à l'Autriche, sans que ces 2 équipes n'aient eu à s'affronter. L'Autriche n'a donc eu besoin que d'une seule rencontre pour valider son ticket, direction l'Italie. Mais suite à l'annonce de l'Angleterre, alors meilleure équipe du monde, de bouder la compétition de la FIFA, une équipe favorite se détache. L'Autriche et sa Wunderteam. 2 ans avant les Jeux de la honte à Berlin, en 1936, organisés par Hitler, pour Hitler, et promouvoir ses idéaux politiques aux 4 coins de la planète, la Coupe du Monde de football 1934 en Italie sera le théâtre de la propagande fasciste de Mussolini. Petit retour en arrière sur la situation politique de l'Italie à l'époque. En 1922, à la suite de la très connue marche sur Rome, le dictateur fasciste Benito Mussolini prend la tête de la nation italienne. E vinceremo per dare finalmente un lungo periodo di pace con la giustizia all'Italia, all'Europa, al mondo. Progressivement, il impose ses pensées politiques au peuple de son pays, jusqu'à en faire un État totalitaire, et n'hésite pas à enlever et à tuer tous ses opposants politiques qui osent se mettre en travers de son chemin. Lors de ses discours, ce type, débordant d'énergie, harangue la foule qui répond au diapason, comme dans toute dictature. Il s'engagera même aux côtés de l'Allemagne nazie durant la Seconde Guerre mondiale. Mais revenons à notre Coupe du Monde. Quelques jours avant le début de la compétition, le Duce comprend qu'une victoire italienne à domicile pourrait exposer au monde entier la grandeur de son peuple fasciste. Il décide alors que l'Italie devait remporter ce mondial. Mussolini va donc se résoudre à mobiliser l'appareil d'État pour l'organisation de cette 2e Coupe du Monde. Le président de la fédération italienne, un général fasciste, prévient « Je ne sais pas encore comment, mais l'Italie doit gagner ce championnat. C'est un ordre. Un ordre bien reçu, puisque la fédération grecque de football se voit offrir 400 000 $ en échange du forfait de son équipe qui doit affronter l'Italie. » Je vous laisse deviner la suite et qui sera le grand vainqueur final de cette Coupe du Monde. À l'époque, les équipes entament leur compétition directement en 8e de finale. Les joueurs autrichiens débutent leur campagne italienne en battant la France sur le score de 3-2 après prolongation, puis éliminent leurs voisins hongrois 2-1 en quart de finale. En demi, elle affrontera l'Italie, qui a écrasé les États-Unis 7-1 en 8e, mais qui, en quart de finale, a buté contre l'Allemagne 1 but partout après prolongation. À cette époque, les tirs au but n'existant pas, le match sera rejoué dès le lendemain, avec, cette fois-ci, une victoire italienne au bout de 90 minutes. À la suite du 2e match, l'arbitre suisse René Mercé sera radié par l'Association suisse de football pour avoir accordé un but entaché d'un hors-jeu à l'Italie et pour avoir refusé l'égalisation espagnole qui était totalement valable. Le journal Lotto, ancêtre de l'équipe, écrira même « L'arbitre conduisit les opérations avec une telle désinvolture qu'il paraissait fréquemment être le 12e homme de l'Italie. » Petite présentation des 2 équipes engagées dans la demi, qui s'annonce comme une finale avant l'heure. D'un côté, la légendaire Wunderteam de Matthias Sindelar, grandissime favorite de la compétition, mais qui a dû batailler pour vaincre ses précédents adversaires. De l'autre, le pays hôte, l'Italie, avec à son bord le magicien Giuseppe Meazza, mais également dans sa poche un atout de taille,
les différents arbitres. Comme l'exprime si bien Maxime Dupuis pour Eurosport, 11 hommes sur le terrain, un 12e en tribune et un 13e, Benito Mussolini, qui va consacrer le plus clair de son temps à convaincre un 14e, vêtu de noir, de ne pas barrer la route ni d'entraver sa conquête. Quoi qu'il en coûte, l'Italie devra aller au bout. 4 mois auparavant, les Autrichiens avaient déjà battu les Italiens à Turin sur le score de 4-2. Mais cette rencontre, synonyme de revanche, prendra une toute autre tournure. Avant même le début de la rencontre, les scandales s'accumulent. L'entraîneur autrichien annonce à ses joueurs qu'il aurait eu vent du fait que l'arbitre aurait dîné la veille avec Mussolini et qu'il allait arbitrer tout le match en faveur des Italiens suite à sa corruption. Sous une pluie battante, rendant le terrain très défavorable à Sindelar puisqu'il ne peut pas mettre en avant sa qualité technique, le match tant attendu peut enfin démarrer. L'Italie ouvre le score suite à une action très controversée. Alors que Platzer, le gardien autrichien, allait s'emparer du cuir, celui-ci est plaqué au sol dans le feu de l'action par 3 joueurs italiens, laissant ainsi le ballon rentrer tranquillement dans les cages de la Wunderteam. L'arbitre suédois, Ivan Eklund, accordera, bien évidemment, le but en faveur des Italiens. 1-0. Au cours de ce match, le boucher Luis Monti, joueur argentin évoluant sous les couleurs de la Squadra Azzurra, découpe volontairement le pauvre Sindelar, qui se blessera au genou à la suite de ce tacle assassin. Mais l'arbitre ne bronchera pas et ne daignera même pas siffler faute. Le jeu continue. Malheureusement, les remplacements n'existant pas à l'époque, l'Autrichien doit rester jouer sur la pelouse malgré sa blessure. Il en sera également de même pour Schall, autre attaquant autrichien. Cependant, vous n'avez pas encore tout entendu. Le fait marquant le plus grave viendra une nouvelle fois de l'arbitre Eklund. En 1998, lors d'un reportage pour la BBC, le joueur autrichien de l'époque, Joseph Bican, expliquera la situation rocambolesque. L'arbitre a même joué pour eux. Quand j'ai envoyé le ballon sur l'aile droite, un de nos joueurs, Sisek, a couru pour le récupérer. Mais l'arbitre l'a renvoyé de la tête aux Italiens. C'était terrible, incroyable. Le match se terminera sur ce triste 1-0 et l'Italie accédera à la finale de sa Coupe du Monde, tandis que l'Autriche jouera le match pour la 3e place face aux Allemands. Elle finira 4e de la compétition après une défaite 3-2 contre la Mannschaft. L'Italie, quant à elle, jouera sa finale face à la Tchécoslovaquie. Et devinez qui sera désigné arbitre principal de la rencontre ? Le fameux Ivan Eklund, arbitre lors de la demi-finale contre l'Autriche. Après avoir été mené 1-0, l'Italie reviendra au score à 9 minutes du terme de la rencontre. Puis viendra s'imposer 2-1 après prolongation. Les joueurs exultent, le stade aussi. Mussolini n'est pas en reste. L'Italie est championne du monde. Le dictateur a gagné son pari, faire rayonner la puissance de son peuple fasciste aux yeux de la planète entière. Pour l'Autriche, elle vient de rater la plus belle occasion de s'imposer sur le toit du monde. Une si belle occasion ne s'est plus jamais représentée devant elle, et ce, jusqu'à nos jours. Elle écrit alors la première page du livre, décrivant les plus grandes équipes de l'histoire à n'avoir jamais remporté le Graal mondial. Elle sera rejointe dans le futur par la Hongrie de Puskás ou encore les Pays-Bas de Cruyff. La Wunderteam n'est plus. Année 1937. Dans le but d'espérer une qualification pour la Coupe du Monde l'année suivante, la sélection autrichienne enchaîne les matchs amicaux. Un match va nous intéresser plus particulièrement. Celui contre la Suisse, le 19 septembre. L'Autriche vaincra la sélection helvétique 4-3. Outre le score prolifique de ce match, ce sont surtout les acteurs de la rencontre qui nous intéressent. Un plus particulièrement, Matthias Sindelar. En ouvrant le score, il vient de marquer son dernier but en match officiel avec le maillot rouge et blanc sur les épaules. Ce match est également son dernier match officiel avec sa sélection. Alors en méforme sur le moment,
il ne sera pas sur la feuille de match lorsque sa nation parviendra à se qualifier pour la Coupe du Monde 1938 en battant la Lettonie. L'objectif de l'ex-Wunderteam est alors clair. Remporter la Coupe du Monde 1938 afin de renaître de ses cendres. Il n'en sera rien. Malheureusement, elle n'aura même pas l'occasion de tenter sa chance dans la compétition. Avec l'arrivée d'Hitler au pouvoir en Allemagne quelques années auparavant, cette nation rentre dans l'une des périodes les plus sombres de son histoire. Afin de montrer l'excellence ainsi que la suprématie de la race aryenne, race qu'il considère comme la plus belle et la plus forte, Hitler décide d'agrandir son territoire en annexant des territoires voisins. C'est l'Anschluss. Le 12 mars 1938, l'Autriche est envahie par les soldats du Reich et est annexée. Elle n'est donc plus reconnue comme État indépendant, situation dans laquelle elle restera jusqu'en 1945, date de la fin de la Seconde Guerre mondiale. L'Anschluss, les rêves d'hégémonie de l'Allemagne hitlérienne se réalisent. Comme une bombe, la nouvelle éclate. L'Anschluss, le drame se déroule en quelques heures. Hitler exige tout d'abord l'annulation du plébiscite autrichien. Hitler exige ensuite le départ de M. Schuschnigg, qui à la radio annonce « Je cède à la force ». Hitler exige la nomination comme chancelier de Seyss-Inquart, qui fait appel aux forces allemandes et proclame le rattachement de l'Autriche au Reich. Les avions à croix gammée survolent Vienne. Hitler exige. Un mouvement de résistance s'esquisse parmi les nationaux autrichiens. Mais les premiers soldats allemands ont franchi la frontière. Les agents de la Gestapo sont envoyés en estafette. Les mécontents sont refoulés. Personne ne viendra troubler l'affaire. La marche triomphale d'Hitler sur Vienne va commencer. Le Führer a quitté Munich en automobile. Sur tout le parcours de Braunau à Linz, il est l'objet de formidables ovations et les troupes allemandes, elles aussi, sont fêtées. Le régiment des SS, qui forme la garde du Führer, arrive à Vienne pour organiser l'entrée d'Hitler dans cette ville. Tout semble d'ailleurs avoir été prévu et méthodiquement organisé. La Gestapo fait son œuvre. Les arrestations s'effectuent sur un rythme rapide. Tous les postes administratifs et politiques sont occupés par les nazis. L'armée autrichienne est placée sous le haut commandement du Führer. La phrase « un peuple, un Reich, un Führer » est le mot d'ordre du jour. La première partie du programme qui permettrait de réaliser la plus grande Allemagne, telle que l'a définie Hitler dans Mein Kampf, a été accomplie avec une soudaineté et une brutalité inouïes. Politiquement et économiquement parlant, l'Autriche sera considérée comme la première victime du nazisme. Sportivement parlant, le constat ne peut être que similaire. Elle ne pourra pas participer à la Coupe du Monde 1938. Triste destin pour une si belle équipe d'Autriche. Afin d'apaiser les tensions dans la zone envahie, mais également pour célébrer la réunion des deux territoires germaniques, Hitler et ses proches décident alors d'organiser un match amical avant la fusion des deux équipes sportives. Ce sera le dernier match de l'équipe d'Autriche avant de voir ses joueurs intégrer la sélection nationale allemande. Cette rencontre restera dans les annales comme l'Anschlussspiel. Le déroulement de cette opposition sportive est déjà prévu bien avant même le lancement de la partie. Elle devra se solder sur un score nul et vierge. Un 0-0, signe d'équité sportive, mais également de fraternité entre les deux peuples. 3 avril 1938. Vienne. L'heure de la rencontre a sonné. Le match, dont l'histoire est déjà écrite, peut commencer. L'histoire est déjà écrite ? Pas tout à fait finalement. Quelques éléments perturbateurs vont venir contrecarrer les plans des nazis. Ces éléments perturbateurs ne sont autres que quelques joueurs autrichiens, avec, en tête, Matthias Sindelar. Le virtuose du ballon rond humilie les défenses allemandes grâce à ses capacités techniques sensationnelles. Mais le match a été arrangé, il ne peut donc pas marquer le moindre but. Il fera alors exprès de tirer à côté des montants et de ne pas conclure ses actions, malgré son aisance balle au pied. Mais après plus de 70 minutes de mascarade, où les Autrichiens écrasent les Allemands, c'en est trop pour Sindelar, qui décide d'outrepasser les ordres qu'il a reçus. Avec le soutien de la foule, dans le stade acquis à sa cause, le prodige vient pousser le ballon au fond des cages allemandes. C'est le but. La foule éclate de joie. C'est alors que, dans un élan de folie,
il s'en va célébrer son but au pied de la tribune où s'étaient regroupés les responsables nazis. Les dirigeants font grise mine. Le 0-0 tant rêvé par les nazis n'aura donc pas lieu. L'Autriche mène 1-0. Puis 2-0, grâce à une sublime réalisation de Šestak. Cette victoire sera célébrée par le peuple autrichien, fier de montrer que, malgré l'Anschluss et la fusion des joueurs qui va suivre, l'équipe d'Autriche ne s'est pas faite marcher dessus et reste beaucoup plus solide que l'équipe allemande. 2 mois seulement après ce match, la Coupe du Monde 1938 est officiellement lancée en France. La Mannschaft est composée pour moitié par des joueurs allemands et pour autre moitié par des joueurs autrichiens. Cependant, certains joueurs autrichiens préfèrent arrêter de porter le maillot d'une équipe nationale plutôt que de trahir sportivement leur ancienne nation. Parmi les récalcitrants, Matthias Sindelar, qui prétexte alors son âge avancé ou une blessure vieille de 15 ans pour ne pas porter le maillot allemand. Cependant, l'association de talents allemands et autrichiens ne fera pas de merveille lors de cette compétition. L'équipe nationale allemande est sortie dès le premier tour au Parc des Princes face à la Suisse. Pour en revenir au maestro du ballon rond, il décide de mettre fin à sa carrière internationale à la suite du fameux match de l'Anschlusspiel et de la fusion des deux nations. Aussi, il rachètera un café à un ami juif, qui n'a donc plus le droit d'exercer sa profession à cause des nouvelles lois en vigueur dans la région. Malgré l'antisémitisme régnant en masse à l'époque, il continue tout de même de côtoyer ses amis juifs. À son ancien président de l'Austrie à Vienne, révoqué par les nazis, il dira « Nous avons été interdits de vous parler, mais moi, monsieur, je vous parlerai toujours. » À cause de ses actions sportives, mais également de ses fréquentations, agacerait-il au plus haut de la nation nazie ? 23 janvier 1939. Un ami de Sindelar s'étonne de ne pas le voir durant la matinée au café du footballeur. Il se rend alors au domicile du joueur, tambourine à la porte d'entrée, mais aucun signe de vie. Il enfonce alors la porte et découvre, avec horreur et tristesse, Sindelar inanimé dans son lit, aux côtés de sa récente compagne de l'époque, Camilla Castagnola, italienne et juive. Le couple ne survivra malheureusement pas. Le choc est immense dans les esprits de la population autrichienne, tant la popularité du joueur était colossale. Mozart est mort. Reste à déterminer la cause de leur mort si soudaine et inattendue. La police, enquêtant sur le décès, conclut l'affaire rapidement. Les deux compagnons seraient décédés à la suite d'une intoxication au monoxyde de carbone, due à un poêle défectueux. Mais cette version de la mort du footballeur et de sa compagne ne fait pas l'unanimité au sein du peuple autrichien. Plusieurs hypothèses ont germé dans leur tête. Première thèse, le poêle du couple serait bien défectueux et aurait bien causé la mort des deux amoureux. D'autant que plusieurs plaintes contre l'état pitoyable de certains poêles de l'immeuble auraient été déposées par plusieurs habitants. Deuxième thèse, plus à la Tristan et Isolde. Le couple aurait décidé de se suicider afin de s'épargner l'exil contraint à cause du pouvoir antisémite de l'époque. Et enfin, la dernière thèse plus politique, la Gestapo aurait assassiné le footballeur, devenu trop gênant pour les dirigeants nazis. Malgré le fait que le dossier de sa mort et de son autopsie ait rapidement disparu, aucune preuve concrète ne vient appuyer cette thèse. Le jour de ses funérailles, 15 à 20 000 personnes le suivent dans ses derniers instants. Le footballeur s'en est allé. Il emmène avec lui ses exploits, ses prises de position, mais également toute l'admiration et l'amour de la jeunesse viennoise envers ce prodige. Malgré le temps qui passe, l'homme de papier demeure dans toutes les mémoires. Il repose désormais au cimetière central de Vienne, non loin de Beethoven, Brahms, Schubert ou encore de la dynastie Strauss. Il ne manquait plus que le Mozart du football pour venir compléter cette partition de compositeurs. Wolfgang Amadeus, quant à lui, est enterré au cimetière de Sankt-Marxer. Depuis ce jour-là, chaque 23 janvier, de nombreux Autrichiens, footballeurs comme anonymes, se réunissent devant la tombe de Sindelar pour se remémorer le passé de l'ancienne idole de tout un peuple. Attention tout de même aux différentes interprétations que vous pouvez faire de ces gestes de protestation répétés envers le gouvernement de l'époque.
En ce qui concerne le match de l'Anschlusspiel, l'historien du sport, Paul Dichy, expliquera. Les explosions de joie de Sindelar, la foule du stade Ernst Happel à Vienne. Oui, tout ça existait. Le problème, c'est l'interprétation qu'on leur donne. D'après moi, ces célébrations sont plus le signe d'un refus de l'Anschluss sportive que d'une démonstration politique. Il peut y avoir eu des petites formes d'opposition, mais elles se situent toutes sur le terrain sportif, où les identités locales sont très fortes. Et ça continue jusqu'en 1943. Quand les équipes allemandes viennent jouer à Vienne, elles sont conspuées. Non pas tellement parce qu'elles représentent le nazisme, mais comme des équipes qui représentent l'Allemagne. Pour la mort de Sindelar, ce même historien racontera. Sindelar est mort comme Zola, asphyxié au monoxyde de carbone. À l'époque, c'était très fréquent de mourir comme ça. Alors, est-ce un attentat de la Gestapo ? Tout est possible, mais c'est très difficile à affirmer. De nos jours, un proverbe français très célèbre raconte « Les paroles s'envolent, les écrits restent ». Pour notre sujet, il faudrait légèrement adapter cette maxime. Les vidéos défilent, les écrits restent. Très peu d'images de ce poète du ballon rond circulent encore à notre époque. Il faut donc s'appuyer pour cela sur les mémoires des témoins de ce temps, sur les récits de ces partitions invraisemblables sur un rectangle vert. Les différentes théories sur les événements de sa vie, plus ou moins réalistes, ont contribué à la légende et au mythe Matthias Sindelar, plus grand footballeur autrichien de l'histoire, si ce n'est même le plus grand sportif autrichien de tous les temps. C'était Sportcast, merci pour votre écoute. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à me le faire savoir sur mes différents réseaux sociaux, à noter ce podcast ainsi qu'à le partager. N'hésitez pas également à me donner des idées de sujets dont vous aimeriez que je parle. Je les traiterai peut-être dans un prochain épisode. Salut!